bonjour à tous et à toutes pour ce Forexpresso avec une légère détente sur les marchés après de forts mouvements et souvent des situations où le RSI sur la plupart des paires de devises est en surachat, c'est le cas, ou en survente, c'est le cas notamment du dollar australien qui corrige un peu plus que les autres ce matin, mais c'est aussi le cas de l'euro qui se reprend un petit peu. Euh, donc, euh, on va voir tout ça sur les graphes après l'avertissement sur les risques. Voilà, donc ici vous avez le dollar. Alors on voit le dollar qui baisse un petit peu ce matin, mais c'est pas là-dessus que l'on peut voir la détente des devises où c'est le plus flagrant, on va dire. Je commence par ça malgré tout pour dire que justement il faut prendre du recul et donc toujours voir que le dollar est dans une situation haussière et voir que la correction pour l'instant qu'il y a, la respiration on va dire qu'il y a sur l'indice dollar est pour l'instant très marginale. Donc il faut garder ça en tête pour pas se précipiter et penser que les mouvements qui avaient lieu avant sur les principales paires de devises sont terminés et qu'on est en train d'assister à un retournement. Pas du tout. Et si on regarde sur l'euro-dollar, on voit qu'il y a une configuration qui est très intéressante parce que euh, euh, vous avez ce doji en bout de tendance qui montre l'hésitation au contact de cette grosse zone de support hein, dont je vous ai parlé. Alors là, j'ai tracé sur un 0,766, mais c'est plus une zone qui se situe sur un 0,8. Et hier, on a fait au plus bas un 0,806. Donc on peut considérer qu'on l'a touché. Alors, pour vous, pour que vous compreniez mieux et que vous voyez exactement de quoi je parle, vous voyez, c'est cette zone-là. Donc entre elle est assez large, hein, mais quand même, un 0,630 et un 0,8. Mais quand on est sur un horizon hebdomadaire, donc ça peut paraître large, mais finalement, c'est pas si large que ça. Donc l'objectif, je vous le rappelle, c'était un 0,766. On a fait un 0,806. Et quand on vient de 11,20, on peut considérer presque que c'est fini. En début d'année, rappelez-vous, je vous avais dit que la tendance sur l'euro-dollar était toujours baissière et que l'objectif était dans un premier temps sur un 12, je dis ça au début de l'année, hein, et qu'on pourrait aller en 11,20, pardon, c'était cet objectif-là, et qu'on pourrait aller sur l'extension sur un 10, et surtout, s'il y avait un événement qui empirait la hausse du dollar, c'est le cas de la guerre en Ukraine. Alors bien sûr, je ne l'avais absolument pas prédit, mais qu'on pouvait aller rejoindre 1,0766 et que je pensais que ce 1,0766, alors on peut aller jusqu'à 1,0630, ça allait être le point bas au premier trimestre. C'est le cas actuellement et je pense pas, alors sauf une escalade vers une guerre totale en Europe, voire une guerre mondiale, effectivement là on pourrait aller beaucoup plus bas. Mais si les choses en restent là, euh, alors c'est bien sûr c'est pas fini, mais si l'invasion de l'Ukraine ne va pas plus loin, c'est-à-dire non seulement pas plus loin que l'Ukraine, mais qu'elle s'arrête sur un partage de l'Ukraine, on pourrait avoir un point bas qui serait touché. Alors je prends le conditionnel hein, parce que je ne suis pas un géopolitique, mais je suis pas un expert en militaire, pardon, mais qui pourrait être touché sur entre un 0,660 et un 0,766. Donc, à court terme, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que on n'a peut-être pas fait le point bas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous dis que ce doji avec ce rebond va peut-être entraîner un rebond technique qui peut prendre de l'ampleur, mais qu'on pourrait assister à un deuxième test de cette zone de support. Euh, et donc, que euh, c'est pas la peine de se précipiter et d'envisager pour l'instant un retournement vif
et durable, surtout durable, de l'euro. On peut avoir un retournement, un rebond assez spectaculaire, mais il n'est pas impossible que d'ici la fin mars, début avril, on ait un retest de cette zone avant vraiment d'établir une base de retournement sur le moyen terme. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est l'analyse technique. Pardon, je passe un peu de temps sur l'euro dollar, mais sur le moyen terme aujourd'hui, mais c'est important pour pas se tromper. Euh, L'analyse technique montre que le RSI est en zone quand même très survendue. On a un doji, donc tout ça, ce sont des considérations techniques, mais qui ne s'appuient pas vraiment sur du fondamental. Ça veut dire que sur le fondamental, il n'y a pas grand-chose finalement qu'à changer. Certes, les Ukrainiens et les Russes ont mis en place des couloirs humanitaires, ou en tout cas en parlent, ils se parlent, mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles qui nous font croire qu'on va aller vers une cessation des activités militaires. Euh, Bien au contraire. Ceci étant, pourquoi je dis que 1,07, 1,08 pourrait être euh, dans les prochains jours la base pour un retournement? Parce que, euh, encore une fois, je ne suis pas un expert militaire, mais si vous regardez bien les choses, euh, je pense que les Russes, en tout cas, il y a plusieurs signes qui montrent que les Russes vont au moins pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, se contenter de l'Ukraine et pas aller plus loin. Je pense qu'ils ont sous-estimé la résistance militaire ukrainienne, qu'ils vont avoir du mal à occuper le pays puisque la population civile leur montre beaucoup de défiance et que ça va nécessiter une présence qui va accaparer une partie des forces militaires russes et les empêcher d'aller ailleurs, au moins dans l'immédiat. Qu'ils ont pas mal de pertes aussi qu'il va falloir remplacer et que les sanctions internationales vont quand même avoir un impact sur leur économie et que aller plus loin voudrait aussi dire affaiblir encore plus sa population. Donc tout ça pris ensemble pourrait limiter au moins dans les prochains mois, je ne sais pas, peut-être dans un an, dans 2 ans, là, en tout cas, l'envie d'expansion des Russes et, pour ce qui nous intéresse, limiter la baisse maintenant de l'euro-dollar. Encore une fois, je ne dis pas qu'il y a un point bas qui s'est fait hier. Je dis qu'on peut avoir un autre test parce que d'autres mauvaises nouvelles, notamment la prise de Kiev, pourraient amener à un petit rebond technique. Et puis ensuite, si quand Kiev va être vraiment attaqué et peut-être pris euh, à un test où là, on toucherait un point bas avec la prise de Kiev. Mais, mais aller au-delà dans l'immédiat, je pense que quand même, ils ont aussi été surpris et qui pensaient aller beaucoup plus vite sur l'envahissement de l'Ukraine. Mais encore une fois, bien sûr, je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, je ne suis pas un expert militaire. Et ce que je fais, c'est uniquement établir des scénarios avec ce que me donnent les prix. Et les prix, voilà ce qu'ils me disent, c'est que euh, au contact ou proche d'une zone forte de support, on voit réapparaître des acheteurs ou en tout cas on voit des vendeurs qui sortent. Donc attention, le potentiel de baisse sur du moyen terme est un peu plus limité maintenant, même si il y a encore quand même 150 points, 200 pips de possible baisse, hein, puisqu'on est à 1,0912, on peut très bien revenir sur un 0,7, un 0,8. Voilà donc pour la perspective long terme, pardon, j'ai pris un peu de temps aujourd'hui pour parler de ça. Maintenant, sur le court terme, on est baissier malgré le rebond, donc ce qu'on va chercher, c'est savoir où ce rebond va s'arrêter pour avoir une dernière peut-être vague de baisse. Mais tant qu'on est sous un 11,20, on reste baissier et en plus on est sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes avec donc peut-être un rebond d'ici la fin de la semaine un peu plus prononcé sur l'euro-dollar. L'euro-yen, même chose,
l'euro-yen, on a une zone de support à 125. Ne tenez pas compte de cette bougie ici qui semble avoir clôturé sous ce support à 125, mais c'est la clôture, c'est la bougie de dimanche, parce que moi j'ai les cours de dimanche qui s'affichent. Euh, mais la clôture du dimanche, elle n'est pas importante. Donc, on a bien clôturé au-dessus de ce support et préservé ce support, d'où ce rebond qui pourrait avoir lieu et qui d'ailleurs va dans le sens d'un rebond des indices boursiers. Donc on pourrait avoir un rebond vers 127 avant une rebaisse sur 125 et établir là aussi une base de rebond moyen terme, un support moyen terme. Voilà en tout cas mon scénario. Même chose sur l'euro suisse. Malgré tout, l'euro suisse, ce qui m'embête un peu plus, c'est que je le vois beaucoup plus fragile parce que on a préservé la parité, donc il devient un support. Je vous avais dit que c'était un seuil technique. Alors, c'était pas un seuil technique, c'était un seuil psychologique et pas technique, puisque dans le passé, il n'a pas joué ce rôle de support. Mais l'arrivée sur la parité avec un RSI en survente fait que ce seuil psychologique s'est renforcé. Simplement, étant donné que ça n'est pas un support technique à proprement parler, je- il y a une possibilité qu'une fois ce rebond réalisé, on aille sur le vrai support technique qui se situe sur 0,98, un petit peu en dessous. Donc là, attention, encore rebond technique, mais tant qu'on en est en dessous de 1,034, difficile de voir un retournement à long terme. Alors, le seul exception de ce que je vous dis actuellement, c'est qu'on pourrait avoir une reprise en V. Et la reprise en V, pour être franchement honnête, pour un analyse, pour un trader, c'est ce qu'il y a de plus difficile à, euh, à analyser, à prédire parce que entre la frontière entre un rebond, ce qu'on appelle le rebond technique ou le rebond du chat mort, mais j'aime pas trop cette expression parce qu'elle est pas, elle est pas très belle, pauvres animaux. Et entre le rebond donc du chat mort et une reprise en V, la frontière est vraiment tenue. Où est-ce que commence l'un et s'arrête l'autre? C'est très très difficile à le dire. Pour l'instant, on est sur un rebond technique et la tendance sur l'euro est baissière. Voilà, donc il faut chercher sur les horizons de temps plus courts un point de vente, à mon avis, mais vu le rebond qui se met en place quand même, ce rebond il peut durer encore 1 ou 2 jours, ça ne m'étonnerait pas du tout. Sur le câble, on est sur une grosse zone de support entre novembre et décembre 2020, avec pour l'instant, puisque la journée est bien sûr pas finie, un pendu qui montre donc une figure d'hésitation, voire de retournement avec un RSI en surachat. Euh, donc il se pourrait bien que ce support tienne. En tout cas, si on dépassait le plus haut du jour, avec bien sûr une clôture sur cette configuration-là, ce qui n'est pas sûr, que demain on franchit le plus haut, dans ce cas-là, on pourrait peut-être prendre un achat à contre-courant. Vous savez que c'est pas trop ma tasse de thé, la contre-tendance, mais là, on a des éléments qui peuvent nous faire croire qu'on aura un rebond technique à très très court terme et qu'on pourrait peut-être jouer. Mais c'est vraiment, ça serait vraiment à très court terme. Pour ceux qui sont en moyen terme, là encore, il faut plutôt, on est dans une tendance baissière et donc il faudrait plutôt attendre de voir quelle forme prend ce rebond avant de peut-être de se repositionner à la vente parce que pour que ce rebond se transforme en reprise durable et en vraie base pour la fin, pour déterminer la fin de la baisse, il faudrait qu'on repasse à au-dessus de 1,3230. Vous voyez qu'il y a du chemin à faire. Le sterling livre, et c'est ce qui me fait croire aussi d'ailleurs que on est toujours dans une tendance baissière et qu'on n'est que sur un rebond. Vous voyez que la livre contre yen ici, pour l'instant, c'est pas vraiment une bougie de retournement et qu'on est toujours
dans cette tendance baissière et donc on pourrait revenir certes sur 152,90, 152,90, mais que si sur son niveau on avait un doji ou une figure baissière, ça serait un très bon point d'entrée à la vente. Donc tendance baissière aussi. On va aller voir le kiwi. Le kiwi intéressant, puisque le kiwi qui était en hausse a rejeté la moyenne mobile à 200 périodes avec cette longue mèche haute. Il tient encore, donc on est maintenant, je suis passé neutre sur cette paire de devises en attendant de voir s'il arrive à franchir cette zone de résistance entre la moyenne mobile 200 périodes et même le plus haut d'hier et la clôture le plus haut de la semaine dernière. Donc cette zone ici, je vais vous la dessiner. Donc tant qu'on est, hop, on est en dessous, hop, voilà. Tant qu'on est en dessous de cette zone, maintenant je suis neutre. Tant qu'on est au-dessus aussi de ces moyennes mobiles de court terme qui sont ascendantes. Si on repasse en dessous, on redeviendra baissier. Et enfin, je vais terminer. Alors, je passe dollar yen parce qu'il se passe toujours rien, le dollar suisse parce qu'il se passe toujours rien, et le dollar, le loonie, le dollar contre dollar canadien parce qu'il se passe toujours pas grand-chose. Euh, et hier, je vous disais que j'avais un objectif sur 0,75 sur l'OSI. Alors, cet objectif, la bougie d'hier est très négative. Euh, le stop se place sous la moyenne mobile à 200 périodes. On l'a juste testé, on l'a pas fait, mais attention si vous êtes en pause, ne pas insister si on revenait, si on cassait cette moyenne mobile à 200 périodes ou si vous préférez, si vous n'avez pas mis à l'écran cette moyenne mobile à 200 périodes ou si elle n'est pas dessinée comme moi parce que elle tient, moi la mienne tient compte des dimanches, bien entendu. La, le point bas de aujourd'hui doit constituer votre stop loss. Vous mettez 2 ticks en dessous et tant pis si vous êtes stoppé. Mais la bougie d'hier n'était pas très, comment dire, très encourageante. Ceci étant, on reste, j'insiste bien, on reste à la hausse. Alors pourquoi fondamentalement tout d'un coup le dollar australien rebaisse? Vous savez que malgré tout, ça reste une devise à considérer comme un risque, qu'elle a beaucoup monté sur la hausse des matières premières et que maintenant, en fait, les opérateurs se demandent si cette hausse des matières premières va pas mettre un sérieux coup de frein à la reprise et à la croissance économique et donc à terme, il y aura un impact sur le dollar australien. Malgré tout, je reste aussi sur le dollar australien tant qu'on reste sous le point bas que je vous ai euh, indiqué. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai pris un peu de temps pour parler de l'euro plus que d'habitude peut-être et de prendre un petit peu de hauteur. D'abord parce que on arrive à la fin du, enfin on arrive à la fin du trimestre. Non, il reste encore un mois. Mais par rapport aux perspectives de début d'année que je vous avais données, on s'en rapproche et donc il est important d'avoir toujours un petit peu de hauteur par rapport aux événements, surtout actuellement. Vous voyez que malgré tout, malgré des événements extraordinaires comme cette guerre en Ukraine qui était imprévisible, en tout cas peut-être sauf expert, mais non, encore une fois je ne suis pas euh, expert militaire ou expert en géopolitique, en relations internationales, mais euh, malgré tout, on suit un plan quand même qui était pseudo-prévisible en début d'année et qu'on reste dans ce schéma-là. Donc, euh, sur les perspectives annuelles, je pensais qu'un point bas serait atteint au premier trimestre. Encore une fois, pas du tout sûr que ça soit encore le cas, mais on s'en rapproche à mon avis. Mais qu'on ait une reprise de l'euro au second trimestre n'est pas à exclure. Je dis ça pour les traders, les opérateurs moyen terme. Le scénario de début d'année reste, encore une fois, d'actualité. Voilà, ceci étant, on est uniquement pour l'instant dans un rebond technique et pas sur un renversement de moyen terme. Donc on va chercher les points hauts pour rentrer sur les horizons de temps courts pour rentrer à la vente, peut-être plutôt en fin de semaine parce que ce rebond peut se prolonger demain ou après-demain, dans les 48 prochaines heures. Voilà, très bon après-midi à vous, bon trade.
il y a plein de volatilité, c'est super, à condition de mettre vos stop loss. À demain.